Oui, merci beaucoup. Ah oui, vous pouvez les applaudir. On est très content d'avoir cette table ronde aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour parler pendant 1 heure de fuzzing et de preuves formelles. Ça va être très intéressant. Merci à mes amis du coup de l'écosystème crypto de nous avoir rejoints. Avant qu'on commence, je vais juste vous demander de vous présenter rapidement, s'il vous plaît, en quelques phrases. Mathis. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathis Gontier-Delaunay, je suis cofondateur et Head of Protocol de Morpho, Morpho Labs. Donc Morpho Labs, on travaille sur des protocoles de lending, donc DeFi. Et voilà, le protocole team, donc on design le protocole, on le sécurise, on va en discuter. Des questions aussi de plus recherche autour de recherche quantitative sur les taux d'intérêt, sur des trucs qui vont être moins intéressantes aujourd'hui. Mais voilà, globalement, pour faire rapide. Merci Mathis. Patrick. Donc, bonjour à tous, Patrick, CEO de Fuzzing Labs. Donc, comme le nom l'indique, on fait du fuzzing. Donc, c'est notre spécialité. Et on est une start-up de 15 personnes basée au sud de Paris. Et nous, notre spécialité, c'est majoritairement fuzzing, recherche de bugs, surtout dans des layer 1, layer 2, donc au niveau du nœud et sécurisation de la chaîne et des protocoles. Et on développe aussi pas mal d'outils de sécurité open source pour des smart contracts. Merci Patrick. Bonjour à tous, donc moi c'est Guillaume Claret, je suis fondateur de Formalland. Nous on est une startup spécialisée en preuves formelles, on est une petite équipe de 3 et on développe des outils pour vérifier des langages avec pour but de vérifier des layers 1 de blockchain ou des smart contracts. Et on utilise le logiciel de preuve Coq pour faire toutes nos preuves d'absence de bugs dans le code. Parfait. Donc, avant qu'on rentre un petit peu plus dans la discussion sur ces sujets, on voudrait juste savoir combien de personnes dans la salle codent, tout simplement. Est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on puisse adapter notre discussion? Parfait. Bon, on va commencer tout de suite, juste par établir les bases. Aujourd'hui, on parle effectivement de fuzzing et de preuves formelles. Ce qu'il faut juste savoir pour tous ceux qui ne codent pas forcément, c'est que lorsqu'on fait une analyse de sécurité d'un programme, souvent, on a 4 grandes étapes pour vérifier qu'il est bien sécurisé. Donc, on a en première étape l'analyse statique, lorsque tout simplement on va scanner le code, que ce soit manuellement ou automatiquement, pour voir s'il y a des vulnérabilités dedans en comparant avec une base de données de vulnérabilité. Après, la deuxième grande étape, c'est de faire du fuzzing, qu'on va expliquer juste après. Après, il est possible également de faire ce qu'on appelle de l'exécution symbolique, qu'on va un petit peu moins aborder pendant cette table ronde. Vous pourrez vous en parler plus, puisque c'est ce que je fais au quotidien. Et enfin, la quatrième étape, et qui est une des plus compliquées, c'est de faire de la vérification formelle. Et donc, on va s'intéresser en fait à quand faire ces différentes étapes, lesquelles privilégier, ainsi de suite. Donc, on va commencer tout simplement par les fondamentaux et quelques définitions. Avec toi, Patrick, la question que tout le monde se pose, quel est le terme français pour fuzzing? Très bonne question. Je ne suis pas de l'ANSSI, et l'ANSSI est très doué pour avoir des noms français pour des mots anglais. Fuzzing, je ne sais vraiment pas. Je suis désolée pour la pose une colle, Caroline. Ouais, c'est l'acronyme de fuzz testing. Je ne vais pas vous trouver le nom français, donc je vais vous dire ce que ça fait. L'idée, c'est d'envoyer des entrées aléatoires ou pseudo-aléatoires à l'intérieur d'un programme et de monitorer et d'analyser est-ce qu'il y a des comportements anormaux. Alors ça peut être aussi bien des crashs, ça peut être aussi bien des comportements anormaux en termes de logique, etc. Donc le but, c'est d'automatiser cette partie-là, parce que c'est automatisable assez facilement, on va dire. Ça demande un peu de développement de code, où il y a déjà pas mal d'utilisations existantes. Juste pour vous donner un peu de contexte, le fuzzing, c'est la technique la plus efficiente pour trouver des bugs dans du code. Alors là, je parle non Web3, mais c'est la technique la plus efficiente. Ce qui veut dire, c'est qu'entre le temps que va passer un développeur à le mettre en place ou à utiliser des outils et le coverage et le retour sur investissement qu'il va y avoir d'un point de vue sécurité, il n'y a pas mieux actuellement. C'est utilisé par toutes les plus grosses boîtes dans le monde, Google y compris, qui ont trouvé des millions de bugs
centaines de milliers de bugs sur des projets open source. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Vous pouvez voir ça comme on est des gros bourrins, on tape dans le programme et on voit qu'est-ce qui se passe, comment il réagit. Et taper sur un code, en gros, ça veut donc dire, comme tu disais, injecter des valeurs concrètes. Ça peut être 1, 2, 3, 4, ça peut être potentiellement, je sais pas, des transactions Ethereum. On simule, c'est ça, les entrées, on bombarde le programme et on voit comment il réagit. Exactement. En fonction donc c'est un peu contexte dépendant, sous-entendu, c'est dépendant de la cible. On va pas faire du fuzzing de la même manière sur un nœud Ethereum qu'on va le faire sur un smart contract Solidity. C'est pas les mêmes types d'entrées, c'est pas les mêmes types de bugs qu'on cherche à avoir. Donc on doit être obligé de s'adapter à ce niveau-là. Mais l'idée sous-jacente, c'est la même. C'est on envoie plein d'entrées et on regarde qu'est-ce qui se passe. Et après, il y a plein de choses additionnelles du style, comme on envoie plein d'entrées, on peut être aussi capable de monitorer à quel point ces entrées sont intéressantes, etc. Et là, ça peut plus s'apparenter à ce que vous avez déjà vu si vous faites du test unitaire, où justement vous avez des tests, vous avez un coverage, et justement le fuzzing aide aussi sur cette partie-là. Absolument. Donc, on va continuer sur les définitions. Guillaume, les preuves formelles de ton côté, la vérification formelle, qui utilise du coup des preuves formelles? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et aussi une deuxième question, pourquoi est-ce qu'il y a certains secteurs dans lesquels on retrouve justement de la vérification formelle plus que dans d'autres? Par exemple, on sait que dans les transports, on sait que la NASA, la RATP ont beaucoup contribué au secteur des preuves formelles. Et pourquoi est-ce que dans les transports, dans la blockchain, on s'intéresse à ça et pas dans les autres domaines? Oui, donc les preuves formelles, l'idée, ça va être d'utiliser des méthodes mathématiques pour raisonner sur du code. Finalement, les programmes sont déterministes, c'est des 0 et des 1 à la base. Et donc, en faisant des preuves sur l'exécution du code, on va pouvoir avoir, étant donné une spécification qu'on veut vérifier, être sûr à 100% mathématiquement que quelles que soient les entrées, le code se comporte convenablement, il ne va pas lancer d'exception, non rattrapée, etc. Et concrètement, comment on va faire? On va écrire nos specs en langage mathématique. Ça sera comme des tests unitaires. Au lieu d'être sur une entrée précise, on va rajouter un quantificateur pour toute entrée avec le symbole pour tout en maths. Et pour toute entrée, par exemple, il n'y a pas d'exception ou le résultat est tout le temps positif. Et ensuite, on va écrire nos preuves dans un logiciel dédié. Donc, ce qu'on utilise, c'est le langage Coq. Il y a d'autres langages qui existent comme Lean, Isabelle, ou la logique de premier ordre avec les SMT solvers. Quoi un SMT solver? Il faut expliquer tous les termes quotidiens. Donc ça va être des solvers automatiques. On va donner en entrée la propriété qu'on veut vérifier. Ils vont réfléchir pendant quelques secondes, voire 1 minute ou 1 heure sur certains problèmes. Et ils vont dire si oui ou non la propriété est vraie. Et s'ils trouvent que la propriété est fausse, ils vont montrer un contre-exemple. Et donc il y a toute une gamme d'outils plus ou moins automatisés, plus ou moins manuels, qui vont du coup plus ou moins loin ou qui sont aussi plus ou moins rapides à mettre en place. Et dans les méthodes utilisées, il y a beaucoup, quand on fait une preuve totalement manuelle, par exemple, l'exécution symbolique, on va dérouler le fonctionnement du programme sans expliciter les variables. Quand on va rencontrer un if ou un switch, on va raisonner par cas, en faisant autant de cas qu'il y a de branches. Et quand il va y avoir une boucle, on va raisonner en vérifiant la première étape de la boucle. Et ensuite, en supposant que l'étape précédente était bonne, on va montrer que l'étape précédente de la boucle va valider notre propriété, par exemple, ne pas lancer d'exception. Et comme ça, on aura prouvé que, quelles que soient les entrées, quel que soit le nombre d'itérations de nos boucles, le programme ne lance pas d'exception. On rentre dans le technique directement. J'espère que vous êtes bien réveillés. Mais effectivement, Guillaume, on va développer tous ces sujets. Et on a l'occasion aussi, la chance d'avoir avec nous Mathis pour nous parler un petit peu plus justement concrètement comment vous, chez Morpho, vous appliquez ces méthodes-là. Donc, pour commencer, juste pour qu'on ait tous un aperçu de Morpho, sur votre GitHub, en fait, de quoi est composé votre GitHub? C'est 100% de programmes en Solidity. Déjà, quelle est la base de données sur laquelle on travaille? Et comment, dans ce code-là, vous choisissez les programmes, les contrats que vous voulez en priorité tester avec du fuzzing ou des preuves formelles? Comment vous êtes pris pour cette approche de sécuriser votre code? Je reviens un tout petit peu sur les définitions. On voit qu'il y en a un qui est beaucoup plus naturel que l'autre. C'est-à-dire, par exemple,
Le fuzzing vient c'est assez naturel. Je sais pas, quand on fait son première expérience de dev, on fait un petit site web. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le site et on va commencer à cliquer, on va voir si ça se passe comme on veut. Et on se dit, bon, bah, là, j'ai fait quelques tests. Si j'avais un petit code qui faisait plein de tests, qui essayait de cliquer un peu partout et voir si ça se passe à peu près comme je veux, bah, c'est cool, quoi. Et donc, ça donne du fuzzing. Après, ça se complexifie. Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'essayer de prouver que quand on va cliquer sur tel bouton dans une page web, ça va bien nous mener à tel ou tel endroit où on va faire tel ou tel paiement, je sais pas quoi. Donc déjà, il y a déjà... voilà. On parle vraiment pas de la même chose. Ensuite, sur les questions, donc, ce qu'il y a sur le GitHub de Morpho, il y a 2 grosses catégories. Il y a l'on-chain et l'off-chain. Donc l'on-chain, c'est les smart contracts, c'est le protocole, c'est ce que fait mon équipe. Ça, c'est Solidity. Ça peut être d'autres langages, mais je pense que c'est bien d'utiliser Solidity. Et l'off-chain, donc ça va être le plus gros chose, c'est le SDK, l'interface qui permet d'interagir avec les smart contracts, parce que les gens ils sont pas sur leur ligne de commande en train d'essayer de faire de prêter, emprunter, parce que c'est ça dont on parle. Et donc, ils ont besoin d'une interface pour leur montrer quel est l'état du smart contract. Ils ont besoin de ça. Donc, voilà. Ça, c'est les 2 choses qu'il y a dans le GitHub, des smart contracts et de l'off-chain, du web-based, enfin SDK en TypeScript, et puis l'interface. Voilà. Ici, je pense que ce à quoi on va s'intéresser dans ces discussions, c'est la partie smart contract. Alors, nous, on fait du testing sur tout ce qu'on écrit comme code, parce que je pense que c'est une pratique. Voilà, on teste du code. Je pense que c'est bien. Et après, on va aller plus loin dans le testing, dans la vérification, dans les audits, sur la partie on-chain, forcément, parce que il y a la surface d'attaque. On va dire que c'est le. Si on fait une analogie back-end, front-end. Si le back-end est très solide, le front-end, on va dire que la surface d'attaque est plus faible. Donc, on va s'intéresser beaucoup à l'on-chain, donc au smart contract. Et oui, c'est le titre de la conférence. Donc, dans les smart contracts, du coup, ce qui est intéressant pour, par exemple, des personnes ici dans la salle qui créent leur propre projet, qui montent leur propre peut-être protocole ou peut-être propre projet en Solidity, comment est-ce qu'ils peuvent choisir qu'il faut prioriser telle ou telle fonction du smart contract à tester, quel programme en fait il faut regarder en priorité en termes de sécurité? Est-ce que vous avez une priorisation comme ça de la sécurité que vous regardez dans votre code? Alors naturellement oui, parce que dans un protocole il va avoir une fonction primaire et puis après des annexes, des choses qui viennent se mettre autour, donc ça va venir un peu naturellement, mais il y a tellement c'est aussi solide que le truc le moins solide, donc on peut prioriser temporellement, mais on veut pas à la fin que... Ça a l'air d'être une mauvaise idée de se dire on va mettre plus d'efforts ici que là, parce que en fait, au sein d'un smart contract, tout interagit avec tout peut avoir un impact sur tout, et des fois, on va revenir dessus, mais une petite feature qu'on a ajoutée, on s'est dit c'est pas mal d'avoir ça, en fait ça peut détruire complètement des environnements, etc. Donc au sein d'un même smart contract, il n'y a pas de méthode pour moi, mais quand on arrive dessus et qu'on commence nos tests, c'est assez naturel de commencer par les features principales et les premiers invariants qui viennent en tête. Patrick, toi du coup, quand tu travailles avec tes clients ou quand tu crées tes propres fuzzers, est-ce que tu peux nous donner justement plus de perspectives sur comment toi peut-être tu t'y prends et ta vision? Ouais, complètement. Alors il y a 2 choses déjà séparées. Ouais, c'est le côté smart contract, donc DApp, et le côté chain, donc pareil, analogie front-end, back-end classique dans ce cas-là. Par exemple, typiquement, si vous attaquez une chain écrite en Rust ou en Go, imaginons on prend Get, donc le client majeur d'Ethereum, la surface d'attaque sur quelque chose comme Get, elle est assez large. Vous pouvez aussi bien penser à la VM qui fait tourner les smart contracts. VM Virtual Machine.
excusez-moi, donc la virtual machine qui exécute les smart contracts. Vous avez la partie networking, donc P2P, pas l'acronyme, peer-to-peer, donc la partie communication entre les nœuds. Il y a la partie RPC API, donc qui est l'exposition du nœud vers du HTTP tel qu'on peut avoir. Il va y avoir la partie consensus, etc. Et donc en fonction de quelle partie du nœud on attaque, on ne va pas l'attaquer de la même manière. Commençons par les smart contracts. Du coup, on va partir du top vers vraiment le bas. Donc, les smart contracts, la partie la plus visible, la plus accessible par tout le monde. Comment est-ce qu'on fait pour faiser un smart contract? Ok. Alors, typiquement, sur un smart contract, ce que vous avez des entry points, vous avez des fonctions d'entrée de ce smart contract. C'est typiquement ce que vous voyez quand vous avez un smart contract et que vous avez l'ABI, donc Application Binary Interface, quelque chose comme ça. En gros, c'est quoi les points d'entrée du contrat. Donc ça, c'est les choses qu'on va taper en premier parce que c'est ce qui est accessible via une transaction quand on communique vers un smart contract. Donc ça, c'est les premières choses à taper. Après, il y en a qui sont peut-être plus ou moins restreintes en termes d'accès. Vous pouvez notamment penser à tout ce qui est les only admin et ce genre de décorateurs sur du Solidity. Donc là, ça va déjà limiter quel type de profil peut accéder à tel ou tel call dans le smart contract. Mais en gros, l'idée, c'est ça. On tape les points d'entrée. Et donc là, déjà, à ce niveau-là, il y a déjà deux choses à prendre en compte. Le premier truc, c'est on peut faire du fuzzing en stateless, donc sans le state, c'est-à-dire on tape un point d'entrée et c'est tout. Et on regarde juste si ça pose problème. Stateless, donc sans prendre en compte l'état, l'environnement, c'est-à-dire tu prends la fonction, tu la mets dans une sorte d'environnement que toi-même tu as simulé et ça n'est pas dépendant du reste du projet, c'est ça? Exactement. On a l'état initial, on envoie notre transaction, donc qui est notre entrée vers le programme qu'on a généré, qu'on a faisé. On le met dans le programme, on exécute le smart contract, on regarde qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, quel est le state prime, le nouveau state, et on regarde est-ce qu'il y a des anomalies à ce niveau-là. Là, on est sur une entrée, un state initial, et on regarde le state de sortie, et on voit s'il y a un problème. Donc là, on est en stateless. Quand après, on passe en stateful, c'est là où ça devient le bordel, parce que vous avez un state initial, qui est peut-être le state actuel de la blockchain, avec un certain nombre de contrats, de gens qui ont un certain nombre de tokens alloués, etc. Bref, vous avez un state initial, vous faites une transaction, donc un call API, enfin un call vers le smart contract, vous avez un state prime et vous recommencez. Vous reprenez ce state prime, ça redevient votre state initial et vous refaites un call, etc. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a une séquence de transactions qui va se passer. Et là, c'est pour ça que je dis que là, ça commence à être le bordel, c'est que ça, typiquement, c'est infini. Il peut y avoir une infinité de calls que vous pouvez émuler. Il y a potentiellement une infinité de state initiales que vous pouvez avoir. Et donc là, en fait, c'est du fuzzing où on n'arrivera jamais à la fin. Sous-entendu, juste le plus on fuzz, le plus on essaye de trouver des bugs, mais on ne pourra jamais arriver à un état où on dit « mon code, il est fuzzé à 100%, parce qu'il est dépendant d'un state qui, lui, peut changer. Et ça, vous n'avez pas le contrôle. Donc le fuzzer, c'est l'outil qui te permet à la fois de soit justement générer le state, donc l'état ou pas, selon le type de fuzzer, et de créer ces entrées, parce que c'est ça aussi qui est important et qui donne la qualité d'un fuzzer. C'est la qualité de ce qu'on appelle du corpus, c'est bien ça, donc de ces données que tu injectes sur le code. Complètement. Un cas classique d'exemple, c'est vous faisiez un smart contract. Si dans un des arguments, c'est une adresse, ben en fait, ça n'a pas d'intérêt que votre fuzzer il génère une adresse qui n'est pas une adresse valide. Parce que ce n'est pas logique. Dans tous les cas, après, lui, il va se passer des choses a posteriori dans le smart contract. Si ce n'est pas une adresse valide, ou même si ce n'est même pas une adresse du tout, dans le smart contract, ça va être rejeté et vous n'allez jamais aller profondément dans le code. Donc déjà, à ce niveau-là, il faut que le fuzzer soit capable de générer de la data intéressante. C'est pour ça que je vous ai dit en intro, le fuzzing, c'est random ou pseudo-random. Et en fait, la pseudo-randomness, ça vient du fait que, idéalement, on veut déjà contraindre un type de data ou un format de data en entrée. Plus on est précis à ce niveau-là, plus ça nous permettra d'aller profondément dans le code, plus on aura un meilleur coverage, plus on est susceptible de trouver des bugs.
Merci Patrick. Et donc effectivement, tu disais que le fuzzer, si on est en stateful, on peut le laisser tourner des jours, parce qu'en fait, on voudra en fait simuler toutes les entrées possibles, imaginables. Ça, c'est un petit peu la limite du fuzzing, on est d'accord. C'est qu'on ne peut pas simuler toutes les données possibles du monde. Et donc c'est là où en fait des méthodes plus mathématiques, plus théoriques peuvent aider. Guillaume, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment justement la vérification formelle permet d'aller plus loin dans cette analyse de sécurité? Et aussi, tu évoquais qu'il y a plusieurs langages qui existent pour vérifier typiquement formellement du code. Déjà, quelle est la différence entre ces langages-là? Tu as cité Coq, Isabelle, tout ça. Quelle est la différence entre ces langages et par exemple Solidity ou Python? Et comment est-ce qu'on utilise ces langages justement pour prouver la sécurité du code? Oui, donc la plupart des langages de preuve comme Coq, Isabelle, etc., ils contiennent un langage de programmation et ils l'étendent avec des primitives mathématiques qui permettent de faire des raisonnements. Donc tout ce qu'on peut faire en maths, par exemple les preuves par récurrence, faire des raisonnements où quand on a une formule pour tout x, quelque chose à vérifier, on démarre la preuve en faisant soit petit x, ou les preuves par l'absurde, le fait d'appliquer un lemme, appliquer un théorème. Ça y est, des mots-clés qui correspondent à toutes ces étapes-là. Et donc le fait que ces langages-là contiennent un langage de programmation, ça permet d'embarquer du code qui a déjà été écrit en Rust ou Solidity et le convertir vers ces plateformes-là. Et ensuite, on va pouvoir, grâce au côté mathématique de ces langages, exprimer des spécifications, exprimer les preuves, et l'outil Coq ou Isabelle va compiler ces preuves-là et dire est-ce qu'elles sont correctes ou pas. Et il suffit qu'il manque un seul cas et la preuve sera rejetée et il faudra la compléter. Donc ce que tu écris dans ce langage justement de vérification formelle, ça va être quoi? Ça va être des propriétés que ton code veut garder, c'est ça? Par exemple, tu peux nous donner un exemple? Oui, donc une propriété standard qui couvre à peu près tous les programmes, ça va être le fait qu'il n'y ait aucune exception non rattrapée. Et donc ça, on va pouvoir l'exprimer en disant que, quelle que soit l'entrée, avec le symbole pour tout, s'il s'agit de mon programme P appliqué à l'entrée I, alors le résultat va être, on va dire, il existe un résultat qui est égal à ce programme-là et qui est différent d'une exception. Et ensuite, quand on va faire la preuve, on va dérouler toute l'exécution du programme. Et à chaque fois qu'on va avoir une branche dans le code, on va raisonner par cas. Et généralement, on va structurer nos preuves en faisant une preuve par fonction et en suivant la façon dont est déjà structuré le code, pour dire que pour chacune des fonctions, elles ne vont jamais envoyer d'exception non rattrapée. Et ensuite, en combinant tout ça, on va conclure que le programme complet ne renvoie jamais d'exception non rattrapée. Merci Guillaume. Mathis, du coup, est-ce que toi tu pourrais nous donner des exemples justement de vulnérabilités que vous avez réussi à trouver en faisant du fuzzing ou par exemple des preuves formelles, des vulnérabilités que vous avez trouvées grâce à la preuve formelle et que vous n'avez pas trouvées en fuzzing, inversement, ce genre de choses? Est-ce que tu as des choses qui te viennent? Alors je ne vais pas donner les détails des vulnérabilités parce que ça a un peu d'intérêt. Enfin, je veux dire, ici, il peut y avoir un underflow à telle ligne. C'est pas... bon... Un peu d'alpha. Partager mon écran et montrer, mais ça a fait d'intérêt. Non, parce que ça a été fixé. Donc on trouve des choses différentes. En fait, là, pour l'instant, on a l'impression que le for all proving, il faut faire que ça, parce qu'on fait... on a parlé des limites du fuzzing, on n'a pas parlé des limites du for all proving. Donc, mais en fait, je pense qu'on va en discuter. Il y a des différences assez fondamentales et... Donc ça donne pas la même chose, on l'utilise pas de la même manière, on réfléchit pas de la même manière quand on le fait, ça prend pas le même temps, et donc en fait, on trouve des bugs différents. Ça veut pas dire que l'un n'est pas capable d'attraper tel ou tel bug, mais ça veut dire qu'en pratique, la manière dont au moins nous on l'utilise, mais je pense que on fait rien de très exotique, on attrape des bugs différents. Donc typiquement, je fais un exemple concret, je suis pas exhaustif. Mais moi, je pense que c'est une erreur de designer l'application et ensuite de la tester dans deux phases qui sont complètement séparées. Et donc,
on va faire du fuzzing en fait au fur et à mesure qu'on développe le protocole. Et donc ça permet très concrètement d'attraper plein de bugs, juste où on fait notre code, on fait un test. Maintenant on a des outils qui sont super pour faire du fuzzing, donc on fait même plus des tests unitaires avec des inputs hardcodés, on fait du fuzzing tout le temps et on attrape plein de bugs. Et après, la formule les preuves formelles, on le fait sur un temps qui est un petit peu plus long. On démarre en même temps, mais on fait sur un temps qui est un petit peu plus long. Et donc, forcément, on ne va pas attraper ces premiers bugs-là, on va attraper d'autres bugs. Je ne sais pas si je rentre déjà dans les détails de pourquoi on va attraper d'autres bugs, etc. Mais on a aussi trouvé des bugs. Un exemple. Un exemple concret, je ne sais pas, mais typiquement... donc nous, on a, pour faire un exemple, MorphoBlue, c'est le dernier protocole qu'on a développé. On était donc en train de le développer, donc il y avait des bases de tests qui étaient grandissantes et il y avait déjà quelques preuves formelles au début. On commençait à écrire des preuves et en fait, dès le début, on a trouvé un bug qui était une erreur d'arrondi, qui était parce qu'en arrondi, quand on fait une division, on peut arrondir plus grand ou plus petit. Et donc là, c'était du mauvais côté, à un endroit du code. Et ça aurait été... disons, les premiers tests de fuzzing n'attrapaient pas ça du tout. Et je pense qu'il aurait... Je suis quasiment sûr on aurait fini par trouver ça avec le fuzzing. Mais là, avec le formal proving, on avait quelques règles, 2 règles, et tac, ça a directement trouvé ce bug-là. Donc, c'est vraiment... Voilà, on va vraiment trouver des choses différentes, et pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Mais ça ne veut pas dire... J'ai jamais dit que telle méthode permet pas de trouver certains bugs, et telle méthode permet pas de trouver certains bugs. C'est plus la manière dont tu l'utilises fait qu'on va trouver des bugs différents. Le retour que je peux faire pour rebondir, c'est plus les bugs logiques, en fait, où la vérification formelle va vraiment être intéressante, et notamment sur le design en lui-même du smart contract que vous allez avoir. Là, tu disais typiquement l'arrondi. L'ennui en faisant du fuzzing pour détecter ça, c'est qu'il faut déjà qu'on arrive au moment où il va y avoir cette manipulation d'arrondi, etc., sans doute avec des valeurs bien précises. Et en plus de ça, il faut que vous ayez mis en place des invariants. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais... Qu'est-ce qu'un invariant ? Voilà. Un invariant, c'est des règles, d'un point de vue pur code, sur quel est le comportement normal. Si vous avez le cas des tests unitaires, ce que vous faites, c'est que dans un test unitaire, vous dites ça c'est mon état de début, je vais faire un appel à telle fonction, à telle autre fonction, et je vais faire un assert, par exemple, que... Quoi un assert ? Je vais faire une assertion, donc je vais dire dans mon code, OK, panique, si jamais on arrive dans ce cas-là, qui est un cas que je ne veux absolument pas. Par exemple, cas classique, vous avez un ERC20, non, je ne dirais pas que c'est un ERC20, vous avez un ERC20 et vous ne voulez pas que le nombre total, la supply de nombre de tokens puisse augmenter. Donc ça, c'est une assertion assez simple, c'est que dans votre code, vous allez mettre un assert dans vos tests unitaires que peu importe ce qui se passe, la total supply de mon token ne doit jamais augmenter. Voilà, ça c'est une assertion. Ça, typiquement, quand vous faites du fuzzing, vous allez mettre des entrées, etc. Et après, vous allez faire en sorte d'activer ces invariants. Donc il y a une suite de règles de base et de choses qui ne doivent jamais arriver. Et donc là, dans ce cas-là, faire ces assertions et vérifier si c'est pas passé quelque chose d'incorrect. Là, typiquement, un des problèmes qu'il peut y avoir, c'est peut-être que dans un cas d'arrondi, il faut que l'assertion soit... l'assertion ne va peut-être pas prendre en compte ça, ou peut-être qu'elle n'a pas été développée, etc. Et donc là, c'est plus compliqué. Déjà, on arrive dans une étape de fuzzing où c'est pas juste ça envoie de l'entrée en automatique, et c'est une version un peu bâtarde du fuzzing quand on a les invariants, parce qu'en fait c'est le passage où vous passez du fuzzing pur à la vérif formelle, parce qu'en fait vous commencez à créer des règles de détection de bugs logiques
Et donc ça s'appelle les invariants. Donc là, on arrive à peu près à ce truc à peu près au milieu. Donc il y a pas mal de bugs comme ça, surtout c'est des bugs très logiques du code où en fait, il faut créer une spécification qui est déjà potentiellement en partie faite dans vos invariants, et après la passer vraiment en mode vérif formel et faire du coq, ce que je suis très heureux que Guillaume fasse et pas moi, mais voilà. Et je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Mathis, sur le fait que du coup, le fuzzing, vous en faites maintenant tout le temps. C'est quelque chose que vous avez intégré dans vos méthodes et puis lorsque vous écrivez du code. Donc, je voudrais m'intéresser à la partie automatisation, à quel point en fait, c'est facile d'intégrer justement le fuzzing dans ce qu'on appelle donc la chaîne de développement du programme. De votre code. Par rapport aux preuves formelles, à la vérification formelle, ça a l'air quand même plus difficile et c'est un peu une des limites parfois qu'on donne à la vérification formelle, c'est que certes on a passé 2 mois à vérifier un projet formellement, mais dans une semaine il y a la V2 qui sort et puis du coup il faut refaire tout le travail en fait. Et comment Guillaume on gère en fait cette mise à jour des projets en continu par rapport à la vérification formelle? Ouais, alors je dirais que au niveau de la mise à jour des projets, ça se passe plutôt bien en fait, parce que on va écrire nos preuves et nos spécifications, et quand le code va évoluer, ça par exemple être un nouveau point d'entrée qui va être ajouté, et du coup on va rejouer les preuves du code existant, qui a pour la plupart du temps pas changé, donc les preuves vont être toujours valides, et on va rajouter des preuves et de la vérification pour le morceau de code qui a changé. Et donc, généralement, la quantité de travail va être proportionnelle à la quantité de changement dans le code. Et ça va être un peu comme les bases de tests unitaires, où une fois qu'on les a toutes écrites, elles vont devenir rentables, parce qu'il se fera juste de les rejouer. Et à chaque changement, si on a fait une erreur, on voit tout de suite qu'un test est rouge. Et donc là, on gagne beaucoup. Donc, je dirais que ce qui est compliqué, c'est surtout le coût à l'entrée. Mais après, un avantage, c'est que comme les specs sont écrites, les preuves aussi, on peut les rejouer très facilement. Tu confirmes, Mathis? Oui, il y a un aspect comme ça où on va écrire, avec des preuves formelles, on va écrire des specs parfois qui sont tellement haut niveau. Donc là, moi je trouve que c'est beau en quelque sorte. On va écrire la total supply d'un token ne descend jamais. Ça va faire, enfin, on va pas l'écrire en français. On va écrire une règle comme ça et ça va faire 3 lignes. Ça lance et quand ça passe, c'est génial, quoi. Après, on peut même itérer sur notre code. Si ça passe à chaque fois, c'est hyper puissant. Après, des fois, ça marche pas. Il y a des contraintes. Oui, voilà, il y a des vraies contraintes. Enfin, je pense qu'on va y arriver, mais il y a des choses qui sont fondamentalement difficiles avec l'un, qui sont pas difficiles avec l'autre, et qui font que parfois, en pratique, la forme vérification prend beaucoup plus de temps que le phasing, prend beaucoup plus de temps souvent que le développement de l'application elle-même. C'est le temps qui est limitant, du coup, tu dis chose difficile à faire. Oui, c'est le temps. Des fois, c'est pas possible. Typiquement, par exemple, donc en fait, on se met des contraintes. C'est vraiment intéressant, les contraintes. C'est-à-dire quoi, la question, c'est pas on a un invariant, est-ce qu'on veut le prouver en faisant une preuve, enfin, est-ce qu'on veut le vérifier en faisant une preuve, ou est-ce qu'on veut faire un grand nombre d'exemples et montrer que ça marche. Si c'était juste ça, évidemment, on veut faire la preuve. La question, il y a des contraintes qui sont... C'est beaucoup plus large, et donc la question est beaucoup plus nuancée. Et j'ai oublié la question en même temps que j'étais en train de parler. On discute effectivement de à quel point c'est facile effectivement de faire ces preuves en continu. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour demander à quel point en fait vous faites les choses à la main, que ce soit de votre côté à Morpho ou toi Guillaume au quotidien, parce que c'est aussi une des choses qu'on soulève souvent, c'est les preuves formelles, il faut les faire manuellement. Il y a très peu de solutions automatiques. Comment ça se passe de ce côté-là? N'hésitez pas à intervenir. Une première partie de réponse, ça dépend ce qu'on appelle manuel ou automatique. C'est-à-dire que la plupart des outils, nous en tout cas ce qu'on utilise, c'est des preuves formelles automatiques. C'est-à-dire que, par automatique, il ne faut pas croire qu'on lui dit fais des preuves. On écrit les spécifications et il fait les preuves automatiquement.
Qui fait? Du coup, c'est un prover? C'est un prover. Un prover. Le prover fait l'épreuve automatiquement, donc il y a plusieurs étapes, mais globalement c'est ça. Parfois, il faut faire des étapes intermédiaires, c'est-à-dire qu'on veut prouver un théorème. Bon, l'analogie, c'est on veut prouver un théorème, il va dire j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire, c'est-à-dire il va time out, c'est-à-dire on va lui laisser 2 heures, il va pas réussir au bout de 2 heures, donc on va dire bon, bah, arrête, tu n'y arrives pas. Et on va prouver un lemme, un théorème plus petit, et en fait, ça, il va y arriver. Et une fois qu'il va prouver ce lemme-là, une fois qu'il aura prouvé ce lemme-là, en fait, le théorème, il va devenir beaucoup plus simple à prouver. Donc ça, c'est l'aspect un peu, c'est automatique, mais si on l'aide, des fois, il fait des trucs des trucs mieux, quoi. Donc ça, c'est pour la partie preuve formelle, et la partie fuzzing, en fait, c'est pareil. En gros, il y a des... Enfin, c'est automatique. Je veux dire, la génération des inputs pseudo-aléatoires, je pense que c'est important que ce soit pseudo-aléatoire. Si c'est complètement aléatoire, on ne va pas attraper grand-chose. Et automatique, mais toute la partie écriture, ça c'est... Le truc sur lequel qui est assez intéressant, c'est que ça veut dire que tu ne prends pas en compte l'écriture de spec comme étant du temps que toi tu dois allouer. Alors que pour moi, en fait, que tu écrives l'épreuve ou que tu écrives la spec, pour moi, c'est exactement la même chose. Enfin, tu dois comprendre le code, tu dois écrire qu'est-ce qu'il est censé faire. Donc, Guillaume parlait des tests unitaires. En fait, c'est littéralement genre comme si vous faisiez des tests unitaires en mode un peu plus haut niveau, plus du point de vue logique du protocole en lui-même. Et donc, comme tu dois écrire la spec, tu dois y passer du temps, tu dois comprendre parfaitement ce que ça fait, et c'est là tout le problème. Alors que pour le fuzzing, vous pouvez prendre n'importe quel programme qui est déjà déployé, etc., et vous pouvez commencer à faire du fuzzing, vous n'avez même pas besoin de comprendre, de savoir exactement ce que ça fait, et être capable de trouver des bugs déjà. Parce qu'en fait, dans le fuzzing, la seule connaissance qu'on a besoin d'avoir, c'est quoi les points d'entrée. Et ça, vous les avez déjà. Sur la preuve formelle, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est comment fonctionne la cible que vous voulez attaquer et faire les specs. Et après, vous allez trouver des bugs. Alors là, oui, pour le coup, en instantané, si jamais mathématiquement c'est prouvable. Ce que Mathis disait aussi, en fait, il y a des fois où on ne peut pas prouver, tout simplement parce que, si on reprend le cas que je vous ai donné tout à l'heure avec les states, il peut y avoir en fait des valeurs dans le state, on va dire, que vous ne pouvez pas contrôler et que vous ne pouvez pas non plus prouver que ce state n'arrivera jamais. Et en fait, vous avez on va dire une explosion des possibilités mathématiques qui fait que c'est improuvable. Vous ne pouvez pas prouver qu'à un moment donné dans le temps, ce ne sera pas comme ça. Et donc, du fait que mathématiquement, ce n'est pas prouvable, formellement, ce n'est pas prouvable. Et sur cet aspect explosion combinatoire de la difficulté de prouver, par exemple, Certora, c'est un outil pour faire des preuves formelles de smart contracts écrits en Solidity. Par exemple, la profondeur des loops, donc quand on a des boucles dans le code, while, for, voilà, il assume qu'elles font 3 tours maximum. Jamais plus. Donc, il se trouve, c'est un exemple, parce qu'en fait, ceux qui sont habitués aux prouveurs, etc., savent, en fait, quand il y a des loops, quand il y a des boucles, pardon, ça devient très vite très compliqué. Ça fait beaucoup de cas. On a l'intuition de pourquoi. Et donc, par exemple, c'est un exemple de limitation très concrète où c'est possible de dire va jusqu'à 4, va jusqu'à 6. Des fois, il arrive à faire une preuve par récursion, et donc il va pouvoir prouver tous les tours de loop, mais souvent il n'y arrive pas. Et donc, en fait, rajouter des tours de boucle pour lui, ça devient un problème gigantesque, et il ne va pas y arriver. Donc, c'est un exemple de limitation, quoi. Ouais, alors qu'en fuzzing, nous, des loops, on peut en faire un paquet et on s'en fout. Donc ça, c'est cool. Donc, c'est tout l'intérêt et je pense que ça sera la conclusion de plus tard. Donc TLDR, il n'y a pas fuzzing versus preuve formelle, c'est fuzzing et preuve formelle. Et c'est juste, vous êtes censé utiliser les deux, et on va sans doute en parler. Il y a un ordre logique qui fait que vous n'allez pas commencer à faire de la preuve formelle si vous n'avez pas déjà fuzzé votre code et si vous n'avez pas fait d'invariant, déplaise à nos potentiels amis de Certora. Oui, pour rebondir aussi, pour les tours de boucle et l'automatisation, je commence à être une différence aussi entre différents prouveurs. Par exemple, Certora, il mise énormément sur l'automatisation, mais du coup, pour les boucles, il peut y avoir une limitation en nombre d'étapes. D'autres prouveurs plus manuels comme Coq ou Isabelle permettent de faire un nombre arbitraire d'étapes,
mais par contre, ça demande plus de temps aux développeurs. Comment ça demande plus de temps? C'est-à-dire qu'il va falloir écrire la preuve, et quand on a une boucle, il va falloir raisonner en termes de quel est l'invariant dans ma boucle qui est toujours vrai, quel que soit l'état de mon index ou du tableau dans lequel j'itère. Et ça demande un peu de réfléchir sur son propre code. Avec Coq et Isabelle, du coup, c'est plutôt manuel, donc l'approche est manuelle. Oui, c'est plutôt manuel. Ils permettent après d'appeler des prouveurs automatiques pour des sous-buts, mais le langage de base est manuel, ce qui permet d'être sûr de tout faire sans être jamais bloqué, quitte à ce que, par contre, la prise en main initiale soit beaucoup plus complexe. Est-ce que ça correspond un peu à contraindre le résultat précédent de la boucle, dans ce cas-là? Oui. Okay. Comme ça, du coup, quand on a l'invariant de la boucle, ça va être un invariant qu'on va devoir montrer pour dire après chaque tour de boucle, cet invariant va être vrai. Donc ça, c'est une contrainte. Mais par contre, pour montrer que le tour de boucle est correct, on va pouvoir l'utiliser en hypothèse, parce qu'on sait que le tour de boucle précédent l'aura vérifié. Là, ça va permettre de débloquer la preuve. Mais ça, c'est souvent un humain qui doit intervenir. Pour se rendre compte, donc, du coup, les preuves formelles manuelles ont quand même l'air plus précises et plus adaptables du coup, à notre cible. Mais en termes pratiques, combien de temps ça te prend de vérifier un contrat manuellement vs automatiquement? Comment ça se passe? Alors, les estimations de gens qui ont fait des projets industriels à la NASA, ils donnaient une estimation d'un facteur 5. Avec le fait de faire des preuves, ça prend 5 fois plus de temps qu'écrire le code. Donc c'est quand même énorme. En termes de qualité de résultat, du coup, est-ce qu'on a des chiffres? Après, en termes de qualité de résultat, il y a eu un papier qui a été publié sur un compilateur C qui s'appelle CompCert, qui a été formellement vérifié. Ils ont fait du fuzzing sur différents compilateurs comme GCC, le compilateur de Microsoft, etc. Et le seul compilateur où ils ont trouvé 0 bug, c'est le compilateur formellement vérifié. Donc voilà, c'est le fuzzing qui a permis de tester la preuve formelle. C'est cocasse. Encore une question sur cette partie automatisation. Est-ce que ça a un impact sur la performance? C'est-à-dire, lorsque vous ajoutez du fuzzing, de la vérification de preuve mail, est-ce que, je sais pas, le code est plus long à compiler, à s'exécuter? Est-ce que les performances sont différentes ou pas chez vous, typiquement? Les tests sont... Plus on ajoute du fuzzing, plus les tests sont longs, mais le code, il n'est pas impacté du tout. Et pareil pour la vérification. D'ailleurs, le fuzzing, on ne va pas linéairement attraper plus de choses. C'est-à-dire que, comme on disait, l'espace des possibilités des états et des choses qu'on peut faire, il est énorme et il grandit un peu comme... Il faut voir ça comme une sorte d'arbre. Donc, en fait, c'est bien de fuzzer... c'est bien de fuzzer 10 000 fois. Après, la prochaine étape, c'est de fuzzer 1 million de fois. Et puis, etc. Donc non, la réponse, ça n'a pas d'impact sur le... Quelque chose d'assez sympa avec le fuzzing, c'est justement le fait que quand on génère un input, le fuzzer, il faut qu'il évalue est-ce que cet input il a été intéressant ou pas. Et donc pour faire ça, on fait ce qu'on appelle du code coverage, donc de la couverture de code. On va prendre cet input-là, on va le mettre en entrée du smart contract, et en fait on va regarder quels sont les EVM bytecode qui ont été exécutés, et en fait ça va nous donner un chemin dans l'arbre d'exécution, donc c'est ce qu'on appelle l'AST, donc c'est le Abstract Syntax Tree, donc ça va nous donner en gros quel flux, dans quel chemin je suis allé. Par exemple, j'arrive, j'ai un if a égale 1, oui, non, et ben ça c'est, vous le voyez, c'est deux chemins différents. Et ben le fait d'avoir ça en automatique avec le fuzzing, de générer plein d'entrées, on monitore dans quel chemin on est allé, et quand on est allé dans un chemin qu'on n'a jamais été avant, on enregistre cet input. On dit, ah bah ça c'est un input hyper intéressant, donc on le garde de côté. Et donc là, un effet de leverage incroyable avec le fuzzing, c'est qu'en fait c'est un générateur de tests unitaires en automatique. Vous faites du fuzzing, vous faites tourner pendant 1 million d'exécutions, ça va presque rien consommer sur votre PC, franchement, pendant un certain temps. Et à la fin, vous avez une liste de ce qu'on appelle le corpus, une liste d'inputs, d'entrées programmes intéressantes. Et ça,
à la prochaine pull request ou au prochain commit, vous avez juste à replay, donc à rejouer l'intégralité de ces entrées, et vous regardez est-ce que vous avez un bug qui à ce moment-là est détecté, ou est-ce qu'il se passe quelque chose. Et ça, clairement, c'est test unitaire gratuit pour vous. D'ailleurs, ça fait penser, dans nous, les outils qu'on utilise, je trouve on manque de vision sur justement les chemins qui ont été explorés et ceux qui n'ont pas été explorés, alors que c'est fondamental. On dit on fuzz, donc on va aller dans tous les chemins, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a un chemin qui n'est jamais exploré. D'ailleurs, ça arrive. Et donc sur la vision sur ce qu'il a fait, et ensuite pour essayer de lui donner un peu des indications sur les choses qui sont intéressantes, mais sans que ça devienne un test unitaire. Pareil, on n'a pas encore toute la flexibilité. En fait, de toute façon, les deux méthodes évoluent assez rapidement. Et le talk, il faudra le refaire dans 3 ans, et on aura des réflexions un peu différentes. Ouais. Encore 2 questions avant de passer aux questions du public, donc préparez vos questions. Juste rapidement revenir sur la différence entre justement faire du fuzzing ou des preuves formelles entre les smart contracts et donc les clients logiciels de blockchain ou de rollup. Guillaume, de ton côté, quelle différence tu vois à prouver formellement un smart contract ou prouver formellement un client comme Go Ethereum, Red, voilà, ce genre de choses? Je dirais que la principale différence, c'est la taille du code. Un client layer 1, ça va être 100 000 lignes de code facilement. Un smart contract, plutôt 1000 lignes de code. Après, par contre, le layer 1 est quand même moins critique dans le sens où c'est plus facile de faire des mises à jour. Alors qu'un smart contract, il est sur le réseau, et s'il est cassé, les gens vont pouvoir immédiatement l'exploiter et récupérer énormément d'argent. Il peut même y avoir des hard forks qui sont faits quand il y a des bugs dans le layer 1. C'est pas tout à fait dans l'esprit décentralisé crypto, mais les gens en pratique le font. Ils poussent des mises à jour et tous les nœuds se mettent à jour et abandonnent les branches qui auraient pu être exploitées. Donc, je dirais qu'on va plus en profondeur dans les smart contracts. Par contre, il y a moins de code. Donc, c'est un peu là les différences. Patrick, tu vas ajouter quelque chose? Oui, en tant que tu mets l'eau. Alors, à ce niveau-là, en vrai, il y a une assez grosse différence pour moi sur... en fait, le premier truc à prendre en compte, c'est, d'un point de vue attaquant, c'est la surface d'attaque et l'impact des bugs que vous allez avoir. Quand on parle de smart contract, la cible, d'un point de vue attaquant, c'est une DApp. Le but, c'est d'attaquer le protocole, de choper les fonds, et voilà. Et après, on va dire, se barrer très très vite et d'aller cash out l'argent dans un exchange dans un pays exotique. Donc ça, c'est un peu l'idée de l'attaquant. Dans le cas d'un nœud, les principaux bugs qu'on va avoir et l'impact, c'est majoritairement du déni de service, parce que la plupart des protocoles des clients sont codés en Rust ou en Go, qui sont des langages assez sécurisés et qui minimisent énormément des grosses vulnérabilités. Donc la plupart du temps, le maximum, on a peut-être un panique, on est capable de faire crasher le nœud. Bon, c'est quand même un déni de service, mais c'est raisonnable, on va dire. Donc la grosse différence qu'on va avoir aussi à ce niveau-là, si on fait le fuzzing de l'un, ou toujours en partant de ce principe-là, nous, quand on fait du fuzzing, on fait beaucoup de fuzzing sur des nœuds, donc justement de Rust et de Go, mais parce que c'est du code custom, c'est leur propre code, c'est leur propre protocole, sans doute leur propre virtual machine, avec leur propre langage de smart contract. Par exemple, nous, on bosse avec je sais pas moi, Starknet, Aztec, Aleo, des blockchains qui ont eux-mêmes leur propre smart contract. On bosse beaucoup avec des blockchains qui font du ZKP. Et donc, dans ces cas-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être attaquées, et donc aussi bien la partie nœud, avec la VM, consensus, tout ce que je vous ai déjà dit avant, même la partie compiler, et là ça revient typiquement à des choses sur lesquelles la preuve formelle est très intéressante, parce que sur un compiler, nous on fait du fuzzing du compiler, mais justement, si en plus de ça on peut rajouter la preuve formelle dessus, c'est encore mieux. Et même d'un point de vue protocole, si vous voulez garantir que votre protocole, typiquement par exemple le parseur que vous avez pour une transaction, et ben, le parseur de la transaction, il peut être vérifié formellement, et donc vous pouvez dire, peu importe ce qui va être envoyé à ce parseur ne crashera pas, et donc là vous enlevez
un point d'entrée possible pour un attaquant pour faire cracher et faire tomber le nœud. C'est OK, il peut envoyer ce qu'il veut sur le parseur. À ce niveau-là, il ne se passera rien. Donc, c'est aussi ça qui est assez intéressant de regarder. On ne va pas faire du fuzzing de la même manière sur du smart contract que sur du nœud. Et de la même manière, la preuve formelle, là où, on l'a dit, il peut y avoir aussi des explosions de cas possibles sur des smart contracts. Si on part sur de la vérif formelle sur un nœud pur, sur un protocole réseau, etc., ou sur un parseur d'octets, là, on peut faire de la vérif formelle et garantir qu'il ne va pas se passer quelque chose de mal à ce niveau-là, ce qui est hyper intéressant. Donc voilà, le fuzzing, aussi bien que ce soit sur smart contract que au niveau layer 1, layer 2, il y a des pour, des contre, des complexités de chaque côté. Moi, je suis plus fan du fuzzing, bien sûr. Mais de la même manière, sur de la preuve formelle, il y a forcément un avantage à l'avoir, plus ou moins time consuming. Je n'ai pas le nom en français, désolé. Et si je peux rajouter quelque chose, un truc dont on n'a pas trop parlé, mais qui est quand même une différence assez fondamentale, c'est qu'avec le fuzzing, on travaille sur le code compilé directement. Donc c'est le code qui va être déployé. Bon, là, je parle de smart contract parce que c'est à quoi je suis habitué, mais on va compiler le code, on va fuzzer ce code précisément et exactement ce code. Et après, c'est ce code qui va être déployé sur la blockchain et sur lesquels que les gens vont utiliser en formal verification. Donc déjà, on a ces problèmes de complexité. Dès que ça devient trop complexe, le prover il prend des temps infiniment longs. Et donc on va devoir, il y a des parties qui vont devoir être simplifiées. Il y a typiquement, par exemple, quand on a un exemple très, très simple, c'est on a un protocole qui interagit avec des contrats ERC20, des tokens. Avec du fuzzing, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire bon bah on va prendre 10 tokens, les 10 plus gros tokens, et on va faire à chaque fois on va faire les tests avec les 10 tokens et on va fuzzer, on met des tokens différents. Avec la preuve formelle, il va falloir qu'on prenne ces contrats-là. Puis, souvent, on va dire, bon, bah, voilà, le token, il réagit de cette manière. Il fait cette chose précisément, cette chose précisément. Et en fait, les tokens, ils ont tous une spécification, mais il y en a qui font des choses un petit peu différentes. Et c'est là où aussi, on peut avoir... justement, c'est là où le fuzzing va pouvoir attraper des choses qu'on ne va pas pouvoir attraper avec les preuves formelles. Vous pourriez continuer la discussion encore longtemps. Le temps passe vite et on aimerait quand même entendre quelques questions de notre public. Merci beaucoup pour toutes vos explications. On va prendre du coup quelques questions. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider avec les micros, s'il vous plaît ? Merci, bonjour à tous. C'était très intéressant. Je n'ai pas un background très technique, mais je pense avoir compris à peu près la distinction entre le fuzzing et les preuves formelles. Ma question, c'est en fait, quel niveau d'assurance on peut avoir, en tout cas au niveau de la sécurité du smart contract, en utilisant ces deux méthodes qui sont complémentaires. Voilà, quel niveau d'assurance on peut avoir sur la sécurité. Est-ce qu'on s'approche à peu près d'un 100% de sécurité si le travail est bien réalisé de façon complète? Est-ce que ça tend vers 100%, mais c'est jamais 100%, j'imagine? Enfin, quel niveau à peu près d'assurance on peut avoir? Donc c'est une question qui est très... En fait, il n'y a pas vraiment de réponse. En fait, en quelque sorte, si on peut donner un niveau d'assurance, c'est-à-dire qu'on sait là où on peut s'améliorer, on s'améliore, et en fait, on n'a pas une vue claire sur bon, là, on sait qu'il y a peut-être une petite faiblesse. Donc, en fait, c'est très compliqué. Mais peut-être, moi, je trouve une métrique que je trouve qui est intéressante. En fait, c'est lié au fait que quand on fait des tests fuzzing, des preuves formelles, les tests eux-mêmes sont aussi intéressants que le temps qu'on passe à les faire et l'énergie et la réflexion qu'on a quand on les fait. Et donc le temps passé à les faire et le nombre de tests est finalement quand même un indicateur intéressant. Et pourquoi c'est intéressant de faire les deux? Parce que les contraintes qu'on a quand on fait du fuzzing et des preuves formelles ne sont pas les mêmes. Le fuzzing, donc ça va être combien de fuzz on va pouvoir faire pour tester le plus de cas possible. Les preuves formelles, ça va être qu'est-ce que le prover peut prouver ou pas. Donc c'est des manières de penser qui sont différentes. Et comme
la réflexion qu'on a quand on écrit ces tests-là est aussi importante que les tests eux-mêmes, je pense que c'est d'autant plus important de faire les deux. Une métrique souvent que vous allez avoir, typiquement en fuzzing, je vous ai parlé de couverture de code. Ça, c'est une métrique qui est intéressante, mais c'est une métrique qu'il ne faut pas oublier, c'est une métrique en stateless. C'est le fameux cas où on est sur un state initial et on va juste regarder dans quel chemin on est allé. Une manière simple de vous expliquer ça, c'est j'ai un contrat, il y a une fonction A et une fonction B. Si j'appelle la fonction A, je vais couvrir une partie de ce code. On va dire, OK, bon, la fonction A, elle est couverte, très bien. J'ai la fonction B, très bien, OK, elle est couverte, je fais mes tests. J'ai la fonction C qui, elle, va utiliser les autres. Ce qui peut se passer, c'est que si j'attaque que A, je peux couvrir l'intégralité du code. Si j'attaque que B, je couvre l'intégralité. Et je vais parler à C, et C va peut-être appeler AB ou BA. D'un point de vue couverture de code, c'est la même chose, en fait, que j'appelle AB ou BA. Ça sera approximativement la même chose. Mais il suffit que le state général du contrat soit différent. Imaginons l'adresse du owner a changé, ou l'adresse du owner c'est null byte. Et hop, en fait, même si j'ai 100% de coverage, il va se passer un truc qui n'était pas censé arriver. Donc en fait, la couverture de code est limitée au fait qu'on est en stateless. À partir du moment où on est en stateful et on peut avoir une infinité de cas possibles, là en fait, c'est quand même une métrique intéressante. Je dis pas, mais c'est pas une métrique parfaite qu'il faut être prise en compte. Bon, pas de réponse facile à ta question. On va quand même encore prendre une deuxième question pour donner la chance à notre public. Merci pour cette conf. Est-ce que vous, en faisant du fuzzing, vous utilisez ce que vous avez réussi à prouver? Est-ce que les deux se mêlent, par exemple, pour dire cet input, j'ai déjà réussi à prouver qu'il est non nul, alors ça sert à rien que je fasse des valeurs nulles, parce que, est-ce que vous optimisez votre fuzzing en fonction de ce que vous arrivez à prouver, éventuellement automatiquement, etc. Comment ça se passe? Et je suis étonné qu'en fait, qu'il y ait deux mondes séparés. Non, mais Mathis a déjà répondu partiellement. Ils font du fuzzing en continu, et en fait, les résultats du fuzzing leur permettent de se poser la question, est-ce que même cet input est un input qui devrait exister ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait déjà rejeter de base? Et en fait, au fur et à mesure, en se posant ces questions-là, on crée la spec. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas deux mondes et qu'on c'est souvent fuzzing versus preuve formelle et que je le redis, il y a beaucoup qui font du marketing sur il faut faire de la vérif formelle dans le Web 3, etc. Mais en fait, c'est un non-sens. Faire juste de la vérif formelle, ça ne fait pas de sens. Faire juste du fuzzing, ça ne fait pas de sens. C'est un processus continu. Et normalement, en fait, le fuzzing est censé vous aider en continu pour améliorer la spec et savoir exactement déterminer ce que le protocole est censé faire. Et grâce à cette connaissance du protocole, vous faites des invariants et vous passez à la dernière step, qui est dans ce cas-là de faire de la preuve formelle. Oui. Vas-y Guillaume, juste rapidement. Ce que Mathis disait, c'est qu'avec le fuzzing, on exécute le code réel, et donc s'il dépend de composants extérieurs, ça permet aussi de les faire jouer, là où la preuve est juste sur le code indépendant. Une petite remarque, c'est donc nous on fait du fuzzing en continu, on fait aussi de la preuve formelle en continu, et les gens, c'est pas des gens séparés, c'est pas une personne qui fait le formal proving, une personne qui développe le code, une personne qui fait le fuzzing. Il faut que ça se recouvre et on fait les trois en même temps. Est-ce qu'on a le temps pour une troisième question? Allez, une dernière question, rapidement. Oui, rapidement. Lève la main. Merci pour vos échanges. Oui. Donc on a parlé fuzzing et vérification formelle. Et qu'est-ce qu'il en est des deux autres méthodes, analyse statique, exécution symbolique? Donc, dans le cadre de la sécurité Web3, quelle place vous leur accordez, notamment, je pense, à Mathis ou même les autres, évidemment. Analyse statique, et Carolina l'a dit bien au début, c'est le premier truc. Le fait est que pour faire de l'analyse statique, il faut déjà savoir c'est quoi comme bug qu'on cherche. Donc ça veut dire qu'il faut forcément qu'il y ait une base de données de bugs existante. Et donc en fait, ça, c'est le type d'outil qu'il faut avoir typiquement dans votre CI/CD, GitHub Action, enfin dans votre processus de DevOps. Vous avez un analyseur statique et il tourne en continu et peu importe PR, commit, etc. Vous avez l'analyseur statique qui tourne. Un scanner en continu. C'est un scanner littéralement. Donc dans le cas de Smart Contract sur Solidity, typiquement ça va être Slither, un des meilleurs qui existent. Donc ça, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas de débat en fait. Dans tous les cas, c'est genre, si déjà vous n'avez pas fait ça, vous allez passer beaucoup de temps à débugger votre code et ça va être assez painful. Après, on a le fuzzing et l'exec symbolique.
c'est pareil, c'est un monde un peu... c'est vraiment en milieu. L'idée, c'est je vais être capable de prouver mathématiquement que des sous-parties de mon code. Donc typiquement, je veux aller à tel endroit dans mon code, et en fait, pour ça, il va falloir que mon input, il passe cette boucle if. Et imaginons que if input 1 égale 32, et ben en fait, en faisant de l'exécution symbolique, vous allez pouvoir dire, OK, je veux aller à cet endroit-là du code, est-ce que mathématiquement, tu peux me trouver quelle valeur il faut pour aller là? Et là, dans ce cas-là, ce que je vous ai dit avec le chemin que vous allez aller, littéralement, c'est que des choix, c'est que des if, et ben en fait, il va convertir ça mathématiquement en contrainte, et en vous disant, si vous voulez aller là, en fait, il faut que input 1 soit égal à 32, et peut-être que input d'avant et que l'adresse, vous soyez un honneur, et machin, etc. Et donc, en fait, vous allez remonter comme ça, et il va être capable de vous générer un input qui vous permet d'arriver à cet endroit-là. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est encore une chose au milieu, et qui permet d'améliorer votre couverture de code et d'aller plus loin, et pareil, de vous poser les bonnes questions. Mais c'est étape par étape. D'ailleurs, il y a des gens qui font des hybrides. Je crois que Trail of Bits, ça fait un tool de fuzzing où... il génère les inputs avec l'exécution symbolique. Ouais. En fait, quand on y pense, ça a l'air d'être une bonne idée, quoi, comme je disais, de ne pas faire du complètement aléatoire, de faire du pseudo-aléatoire et de manière vraiment intelligente avec l'exécution symbolique. Ça s'appelle de la Congolic execution. Et c'est l'idée où vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez du fuzzing, vous avez généré plein d'inputs, vous savez que vous voulez aller à tel endroit, et en fait, vous regardez le code et vous vous dites « Ah ouais, mais attends, il y a ce cas-là qui est très proche du chemin de lui, mais j'arrive pas à le couvrir. » Et en fait, à partir de l'input qu'il a déjà qui va là, et ben en fait, il aura juste à calculer qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon input de base pour aller dans cette autre branche à cet endroit-là. Et donc, c'est le mariage parfait entre exécution symbolique et fuzzing. Et ouais, ça, c'est assez cool. Je confirme, c'est super. On aime bien ça. Congolique. Ouais. Ravi d'en ta parler thèse là-dessus, plus. toi. Donc, Oui, exactement. Je fais ma thèse dessus, si jamais vous voulez en parler plus. Bref, on a abordé beaucoup de sujets aujourd'hui. Merci beaucoup encore d'avoir pu intervenir sur cette table ronde. Merci pour toutes vos questions. J'espère que vous avez appris plein de choses. Vous pourrez poser encore vos autres questions juste après. On va passer le micro à la suite de la conférence. Un tonnerre d'applaudissements pour nos intervenants, s'il vous plaît. Merci beaucoup.